Aujourd'hui, et pour répondre à des demandes qui m'ont été faites, j'ai envie de te parler d'un concept pas toujours très clair, la confiance en soi, et d'un autre sujet qui découle directement de celui-ci, la notion d'échec. Bienvenue dans Deep Impact, le podcast où on parle hypnose, neurosciences cognitives et santé mentale. Je suis Valérie Sten, hypnologue spécialisée dans les émotions et la préparation mentale. Ici, je décortique, seule ou avec mes invités, les sujets importants du moment. J'ai hâte de savoir ce que tu retiendras de cet épisode. Je suis sûre que dans ta vie, ça t'est déjà arrivé d'entendre quelqu'un t'encourager avec une phrase du type « Aie confiance en toi » ou « Crois en toi ». Généralement, quand une personne dit ça, elle a de bonnes intentions. Mais honnêtement, est-ce que toi, tu comprends ce que ça veut dire ? L'injonction en elle-même est déjà un peu bancale, c'est un peu du même tonneau que « N'aie pas peur ». Si c'était aussi simple, ça se saurait. Quand une personne dit « manquer de confiance en elle », ce terme est assez flou en réalité. Si on prend l'expression au pied de la lettre, avoir confiance en soi, est-ce que c'est vraiment possible de ne pas se faire confiance ? Commençons alors par donner une définition si tu veux bien. D'après ma définition, ce qu'on appelle la confiance en soi, c'est en réalité 3 composantes différentes. C'est ce que je vais te détailler dans la première partie de cet épisode. Et comme lorsqu'on parle de confiance en soi, le sujet de l'échec n'est jamais loin, c'est ce qu'on va aborder dans la deuxième partie. On y parlera de construction de l'image de soi, de rapport au regard des autres et de l'importance de chaque réalisation menée à bien. Enfin, dans une troisième partie, on parlera des cas particuliers des artistes et des entrepreneurs et entrepreneuses. Partie 1, la confiance en soi, ça n'existe pas vraiment. Comme je te le disais dans l'intro de cet épisode, quand quelqu'un dit « je n'ai pas confiance en moi », c'est souvent une expression un peu fourre-tout. Ça peut vouloir dire « je suis pas sûre d'être capable de faire ça ». Ou encore « je me sens nulle de manière un peu générale ». Ou encore « je suis pas capable de dire non même lorsque je le pense très fort ». Ce sont des exemples, mais il y a encore de nombreuses interprétations possibles de cette expression. Le terme générique « confiance en soi » peut être la manière de parler de difficultés très variées d'une personne à l'autre. D'après mes connaissances et ce que j'observe dans mon cabinet, on peut distinguer 3 composantes que le langage courant regroupe sous le terme « confiance en soi ». La première composante, c'est la connaissance de ses compétences, basée sur l'auto-évaluation ou encore ce qu'on appelle parfois le sentiment d'auto-efficacité. Le sentiment d'auto-efficacité, c'est un concept développé par le psychologue canadien Albert Bandura. C'est la croyance qu'on a en sa propre capacité à accomplir une tâche spécifique dans un domaine précis. C'est pas juste un sentiment un peu général de sa valeur, du genre « je suis quelqu'un de bien », mais plutôt une perception ciblée du type « je suis capable de faire ceci ou cela ». C'est précis et c'est contextualisé. Par exemple, tu peux avoir un sentiment d'auto-efficacité très élevé en cuisine et très bas concernant la prise de parole en public. Ce sont 2 choses complètement indépendantes. Lorsque ce sentiment d'auto-efficacité, cette connaissance de ses compétences personnelles dysfonctionne, alors la personne sous-estime systématiquement ses capacités réelles. Elle peut objectivement être compétente et pourtant elle ne se fait pas confiance sur sa capacité à réussir. Elle peut alors éviter les défis par peur d'échouer. Elle abandonne plus vite. Elle peut parfois interpréter les obstacles comme des preuves de son incapacité plutôt que comme des étapes normales d'apprentissage. Bandura a montré que ce sentiment d'auto-efficacité se construit à partir de 4 sources. Les expériences de maîtrise vécues, l'observation des autres personnes qui réussissent des tâches similaires, les encouragements extérieurs et les états physiologiques et émotionnels, indice du corps, gestion du stress, etc. Dit de manière plus simple, on construit son sentiment de compétence en faisant, en voyant faire et en étant soutenu. J'attire ton attention sur le fait que parfois, le sentiment d'incompétence peut être justifié. Il peut être sain d'avoir conscience qu'on doit s'améliorer dans un domaine. Le bon niveau de sentiment de compétence
c'est coller au plus près de la réalité. Coucou l'effet Dunning-Kruger. Parfois, pour améliorer son sentiment d'auto-efficacité, il peut être utile de perfectionner ses compétences pour de vrai. L'importance ici, c'est de construire son sentiment d'auto-efficacité sur du réel, du concret, sans se sous-estimer, en se jugeant avec justesse. Deuxième composante de ce terme fourre-tout appelé confiance en soi, l'estime de soi. L'estime de soi, c'est le jugement ou l'évaluation qu'une personne a de sa propre valeur. Là, il ne s'agit plus d'estimer si je suis capable de faire quelque chose, mais bel et bien, est-ce que je vaux quelque chose ? C'est beaucoup plus profond, souvent inconscient, plus complexe et basé sur des facteurs plus abstraits. Les premières figures d'attachement, notamment, jouent un rôle très important dans la construction de l'estime de soi. Les aspects systémiques jouent également un rôle essentiel. Culture, classe sociale, enjeux sociétaux, santé, environnement, etc. De nombreux psychologues ont travaillé et travaillent encore sur cette notion d'estime de soi. Si on prend par exemple l'échelle d'estime de soi du sociologue Maurice Rosenberg, elle permet de mesurer l'estime de soi comme une évaluation globale et affective de sa propre valeur en tant que personne. Quand l'estime de soi dysfonctionne, cela peut par exemple se manifester par une hypersensibilité au regard d'autrui, une tendance à se déprécier même en cas de succès, une difficulté à s'accorder le droit à l'erreur. Souvent, une personne avec une faible estime de soi a du mal à séparer ce qu'elle fait de ce qu'elle est. Un échec n'est pas considéré comme une étape, une information sur une tentative, mais devient une confirmation de ce que la personne redoute, la confirmation qu'elle ne vaut rien. Et c'est là que l'échec devient douloureux. Pas à cause de l'échec en lui-même, mais à cause de la manière dont il est perçu, dont il est interprété. Et tu vas me dire, on n'a pas parlé de Jean-Michel, winner-né, toujours sûr de lui, et qui sait pertinemment qu'il saurait piloter un avion du premier coup si on lui laissait les commandes. En réalité, bien souvent, une personne qui semble trop sûre d'elle, qui monopolise l'attention, qui surestime ses capacités, est justement une personne qui compense plus ou moins consciemment son manque d'estime de soi. Troisième composante de la confiance en soi, l'assertivité. L'assertivité, c'est la capacité à exprimer ses besoins, ses opinions, ses limites, de façon directe et respectueuse, sans agressivité ni soumission. Faire preuve d'assertivité, c'est dire les choses en se respectant, en occupant sa place juste, de manière saine et équilibrée. L'assertivité n'est pas quelque chose qu'on ressent comme le sentiment d'auto-efficacité ou avec l'estime de soi. L'assertivité est un comportement. Et ce comportement découle souvent des ressentis cités précédemment. Une personne qui ne se sent pas légitime, une personne qui a une faible estime de soi, une personne qui a un faible sentiment d'auto-efficacité auront du mal à s'affirmer. Notamment parce que s'affirmer, c'est prendre le risque d'être jugé, le risque de décevoir ou le risque d'être rejeté. Quand l'assertivité dysfonctionne, cela peut se manifester de différentes manières. Première réaction possible, la passivité. On ne dit pas ce qu'on pense, on s'efface, on n'ose pas dire non. Une autre réaction possible est l'agressivité. Dans ce cas, la personne compense le sentiment d'illégitimité en écrasant les autres, en s'imposant. Qu'on s'efface ou qu'on s'impose par la violence, le résultat est une dégradation des relations. Ces relations compliquées engendrent de nouvelles expériences négatives qui viennent renforcer le manque d'assertivité et qui pérennisent la boucle de mauvaise estime de soi. Partie 2. Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Partie 2. L'échec, le regard de l'autre et la construction de l'estime de soi. L'échec en soi, ou l'erreur de manière plus générale, ne devrait pas être un problème. L'erreur et l'échec sont inévitables. Il est essentiel de comprendre que l'échec n'est pas le problème. Ce qui peut poser problème, c'est le rapport qu'on entretient avec l'échec. Prenons par exemple le concept de mindset développé par la psychologue américaine Carol Dweck. Le concept de mindset, ou mentalité de croissance, désigne une manière de penser selon laquelle les capacités et les talents humains peuvent être développés grâce à l'effort, à la persévérance et à l'apprentissage. Cette approche s'oppose à la mentalité fixe
qui considère que les aptitudes sont prédéterminées et immuables. À travers ce concept, Carol Dweck cherche à étudier la manière dont les individus répondent aux difficultés. Dans un état d'esprit fixe, les qualités sont perçues comme innées et immuables. L'échec devient une menace identitaire. Si j'échoue, c'est parce que je ne suis pas assez intelligent, pas assez talentueux, pas assez légitime. Dans un état d'esprit de croissance, les capacités sont perçues comme développables. L'échec devient une information, un levier d'apprentissage. Et ce qui détermine dans lequel de ces deux états d'esprit on se trouve, c'est en grande partie les retours qu'on a reçus au cours de notre vie. Ce qu'on nous a dit quand on échouait, ce qu'on nous a dit quand on réussissait. Le regard de l'autre est un élément essentiel de fondation du psychisme, mais il peut devenir une sorte de prison. On ne peut pas parler d'estime de soi sans parler du regard de l'autre. L'estime de soi se construit fondamentalement dans la relation. Le sociologue américain Charles Cooley a formulé dès 1902 le concept de soi miroir. Nous nous voyons à travers ce que nous pensons que les autres voient en nous. Je répète cette phrase un peu complexe. Nous nous voyons à travers ce que nous pensons que les autres voient en nous. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce qui agit ici, ce n'est pas ce que les autres pensent de nous, mais ce qu'on pense qu'ils pensent de nous. Tu comprends la nuance ? En d'autres termes, notre image de nous-mêmes est d'abord le reflet de ce que nous percevons dans les yeux d'autrui. On ne réagit pas tant au regard réel de l'autre qu'à notre interprétation de ce regard. Les travaux récents en psychologie de l'éducation apportent un éclairage intéressant. Les recherches de Jennifer Ederlong-Corpus et Marc Lepers sur les effets des avis positifs, notamment en classe, ont montré que tous les retours positifs ne se valent pas. Parfois, la validation externe, comme les compliments ou l'approbation sociale, peut avoir un effet profondément pervers. Si ton estime de toi est entièrement indexée sur cette validation externe, tu deviens dépendant de l'autre pour savoir si tu vaux quelque chose. Et cette dépendance est à la fois épuisante et foncièrement instable. Parlons par exemple de l'estime de soi conditionnelle et de la spirale de l'échec. Le travail du docteur Jennifer Crocker est très intéressant. Je t'invite à aller explorer sa newsletter The Ego Equation. Le docteur Crocker a développé le concept d'estime de soi contingente. L'idée est que l'estime de soi fluctue en fonction des performances, des succès et des échecs. Elle a montré que les personnes dont l'estime de soi dépend fortement de leurs résultats sont plus vulnérables. Ces personnes travaillent beaucoup et prennent moins de risques. Les personnes dont l'estime de soi dépend de leur réussite ont de moins bonnes performances à long terme que celles des personnes dont l'estime de soi est stable et inconditionnelle. Ce principe est au cœur du rapport à l'échec. Plus on a besoin de réussir pour se sentir valable, plus chaque échec est un coup porté à l'estime de soi. Et en même temps, moins les personnes prennent de risques, moins elles apprennent, moins elles progressent. C'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est là que les petites victoires entrent en scène. Neurologiquement et psychologiquement, les succès modestes, mais concrets, favorisent une dynamique positive qui se solidifie avec le temps et devient de plus en plus durable. En neurosciences, on sait que chaque expérience de succès, même minime, active notamment le circuit de récompense dopaminergique. Et encore mieux, ce qui compte le plus pour ton cerveau, ce n'est pas le résultat final, mais le fait de progresser. Parmi tous les facteurs qui influencent le bien-être et la motivation au quotidien, le sentiment de progresser dans un travail qui a du sens est le facteur le plus efficace. En pratique, ça veut dire que prendre le temps de constater, voire de noter tes petites réussites quotidiennes, même celles qui te paraissent anodines, ce n'est pas un exercice naïf, ni un manque d'humilité, ni de l'autocomplaisance. C'est un réel exercice cérébral pour réentraîner ton cerveau à percevoir les preuves de sa propre compétence. Chaque fois que tes circuits neuronaux se focalisent sur tes réussites, constate tes compétences, cela nourrit activement ce sentiment d'auto-efficacité dont parlait Bandura. Porter son attention sur les petites victoires, c'est mettre en place une démarche active de reconstruction de l'estime de soi depuis l'intérieur, indépendamment du regard de l'autre. Partie 3. Artiste, entrepreneur, quand la valeur se joue à l'extérieur.
Comme tu le sais, dans mon cabinet, j'accompagne en particulier les artistes et les entrepreneurs-entrepreneuses. Parlons plus spécifiquement de ces deux catégories d'humains. L'artiste est peut-être l'exemple le plus emblématique de ce lien entre valeur intrinsèque et validation externe. L'art, par nature, existe dans le regard de l'autre. Une œuvre qui ne rencontre pas son public, est-elle vraiment considérée comme une œuvre ? Cette question philosophique a des effets très concrets sur la psychologie de nombreux créateurs et créatrices. Dans son livre « Les mondes de l'art », Howard Becker montre que toute œuvre est le résultat d'une chaîne d'acteurs. Toute œuvre est en quelque sorte collective. Et surtout, la valeur d'une œuvre n'est pas une propriété intrinsèque, mais plutôt quelque chose qui se construit socialement. La valeur d'une œuvre se construit dans un contexte, un réseau, selon des conventions, selon des institutions. Pour l'artiste, l'impact de cet état de fait est terrible. Sa valeur artistique ne se situe pas en lui, elle est dehors, dans ce que le marché, les galeries, les collectionneurs, les critiques décident d'en faire. Parfois, une œuvre qui ne se vend pas peut se transformer pour l'artiste en une preuve de médiocrité. Des œuvres non exposées sonnent comme une condamnation. Un concert qui n'a pas de succès confirme qu'on n'est pas légitime. Pour se sortir de cet engrenage, il faut désintriquer ces deux types d'évaluation. D'un côté, la validation externe, une œuvre spécifique dans un contexte de marché précis qui dépend de facteurs économiques, sociaux, conjoncturels, culturels. Et de l'autre, l'évaluation de soi en tant que créateur, créatrice. Évaluer ses compétences, ses capacités à faire, ses aptitudes à ressentir, à exprimer. Un concept qui peut être intéressant pour les artistes est celui du flow. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller écouter l'épisode sur ce thème que nous avions fait en duo avec Manu Winter. Le flow, selon le psychologue Csikszentmihalyi, c'est cet état d'absorption totale dans une activité. Ces travaux ont montré que les artistes et créateurs-créatrices les plus épanouis sont celles et ceux qui tirent leur satisfaction de l'acte même de créer plutôt que de ses résultats externes. En effet, l'acte de créer lui-même, dans l'état de flow, est une expérience de compétence vécue de l'intérieur. Ce qui est essentiel, c'est d'apprendre à se féliciter de ce qu'on a fait, indépendamment du résultat et de l'accueil que recevra l'œuvre une fois achevée. Terminer l'écriture d'une pièce, explorer une nouvelle technique, oser un format inhabituel. Toutes ces petites victoires créatives nourrissent un sentiment d'auto-efficacité qui ne dépend pas de la reconnaissance ou du succès extérieur. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la survie psychologique. Je le répète parce que je voudrais vraiment que tu réfléchisses à cela sans jugement. Se féliciter du travail accompli, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la survie psychologique. Abordons, si tu veux bien, le cas des entrepreneuses et entrepreneurs. Les indés traversent des phénomènes similaires à ceux des artistes qu'on pourrait transposer dans un langage différent, celui des métriques. Les likes, les followers, les taux d'engagement, les chiffres de vente, les avis clients. Ces indicateurs ont un rôle opérationnel légitime dans le développement d'une entreprise, car ils donnent de précieuses informations. Mais pour beaucoup d'entrepreneurs et entrepreneuses, ils ne sont pas juste utilisés comme indicateurs et variables d'ajustement. Ils peuvent se transformer en quelque chose de bien plus profond, une mesure de sa propre valeur et de sa propre légitimité en tant que personne. Cette confusion entre valeur de soi perçue et KPI peut être délétère. Les réseaux sociaux amplifient ce risque. Ils en ont même fait le carburant qui nous rend accros. Tristan Harris, ancien designer chez Google, explique comment la mécanique des plateformes est précisément construite pour exploiter notre besoin de validation sociale. Je t'en reparlerai bientôt dans un prochain épisode, ainsi que dans mon atelier Dopamine Menu pour se libérer des écrans. Le like n'est pas un bouton anodin, c'est une gâchette qui joue sur ton système dopaminergique, agissant sur le même principe que les machines à sous pour provoquer une véritable addiction. Ce que la recherche sur l'entrepreneuriat montre, notamment les travaux de Mélissa Cardon sur la passion entrepreneuriale, c'est que les entrepreneurs et entrepreneuses qui réussissent sur le long terme sont celles et ceux qui ont une perception solide de leur identité.
il est essentiel de ne pas être ébranlé à chaque pivot, à chaque échec, à chaque création de produit qui ne prend pas. Les dirigeantes et dirigeants qui tiennent dans le temps ont construit une image d'elles-mêmes, d'eux-mêmes, d'apprenantes, d'expérimentateurs-expérimentatrices, et ne se jaugent pas à l'aune des résultats obtenus. La bonne question à te poser en tant qu'entrepreneur-entrepreneuse, c'est à quoi te sert de suivre tes métriques ? Est-ce que tu le fais pour prendre des décisions, pour ajuster tes actions, ou est-ce pour savoir si tu es légitime ? Si la deuxième réponse prend beaucoup de place, peut-être qu'il pourrait être intéressant de travailler sur ton estime de toi. C'est quelque chose que tu peux travailler grâce à mon accompagnement. Réserve un appel découverte si tu veux en savoir plus pour qu'on voit ensemble si je peux t'aider sur ces questions. Changer ton regard sur ces métriques est vital pour préserver ou développer ton estime de toi. Concrètement, il s'agit de te poser des questions comme « Est-ce que j'ai appelé un client aujourd'hui ? Est-ce que j'ai appris quelque chose d'intéressant concernant mon marché ? Est-ce que j'ai eu une conversation authentique avec quelqu'un que mon offre peut aider ? Plutôt que « Est-ce que mon post a dépassé les 500 likes ?» Dois-je te le rappeler ? Un like n'est pas une vente. Chaque petit accomplissement est une brique pour construire ton sentiment de légitimité et ton expertise. Conclusion. Les points clés de cet épisode sont que le terme confiance en soi est un fourre-tout dans lequel on peut distinguer 3 parties principales. La connaissance de ses compétences, l'estime de soi et l'assertivité. Chacune de ces 3 parties peut avoir des failles avec des effets différents. Autre point important, ce n'est pas l'échec qui est un problème, mais le regard qu'on pose sur l'échec. La perception qu'on a de ces échecs dépend souvent du regard de l'autre. Pour les artistes, comme pour les entrepreneurs, la dépendance à la validation externe est une mécanique particulièrement délétère, notamment car les environnements artistiques et entrepreneuriaux sont précisément construits pour alimenter ce besoin de validation externe. Pour sortir de cette corrélation entre estime de soi et validation externe, il ne s'agit pas de nier le regard de l'autre, mais de construire un regard sur soi depuis l'intérieur. Cette reconstruction passe, par exemple, par l'attention portée aux petites victoires du quotidien. Ces moments où on a fait, où on a essayé, où on a appris, où on a progressé. L'objectif n'est pas d'atteindre la perfection, mais de faire de son mieux et de progresser pas à pas, un peu, chaque jour. J'espère que ce sujet t'a intéressé. Tu peux aller lire l'article sur mon blog, dans lequel tu trouveras des bonus, notamment le résumé de 2 livres que j'ai beaucoup aimés, et une bibliographie complète si tu as envie de creuser le sujet. Et puis si tu as des questions, je t'invite à les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis pense à mettre un petit pouce, une étoile pour encourager le podcast. À bientôt. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager, enfin à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!